ensuite selon les règles de notre commission. La parole est à notre collègue Amélia Lacrafi. Monsieur le Président, mes chers collègues, à ma connaissance, c'est la première fois que le président délégué, et a fortiori la présidente déléguée de l'Assemblée parlementaire de la francophonie de sa section française, est devant vous, se rend devant la Commission des affaires étrangères. Et je voulais remercier très chaleureusement Monsieur le Président Bourlange de m'accorder cet honneur. Pour commencer, ça me paraît important de le souligner. Donc cette assemblée parlementaire, tu l'as déjà pas mal présentée, chers collègues. Donc l'Assemblée parlementaire de la francophonie regroupe 92 sections membres dans le monde entier, des membres associés et des membres observateurs qui, en la rejoignant, ont convenu de faire vivre au sein de l'espace francophone une coopération parlementaire intense qui implique les 5 continents. Parmi ces 92 sections, la section française occupe une place toute particulière pour plusieurs raisons, et tu en as cité quelques-unes. Le Parlement français est membre depuis le début, depuis 1967, date de la première Assemblée générale, à l'initiative de notamment le Sénégal, le Niger et la Tunisie, pour ne citer que cela. Il est le deuxième contributeur financier de l'APF après l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Il héberge le secrétariat général de l'APF et met à disposition 2 fonctionnaires. Par ailleurs, cette section est la plus nombreuse, avec ce que tu as cité, 90 députés et 60 sénateurs et sénatrices, dont plusieurs occupent des fonctions importantes au sein des différents organes de l'APF que je vais citer. Je veux saluer ici le travail de notre collègue Bruno Fuchs, qui a été désigné délégué général de l'APF en juillet 2022, après la modification des statuts. Avant cela, c'était ce qu'on appelait le SGP, secrétaire général parlementaire, et depuis juillet 2022, il est délégué général, et le secrétaire général administratif est secrétaire général tout court. Donc c'est important, je pense, de le savoir. Il anime du coup cette institution aux côtés du président Drouin, qui est canadien, qui préside cette assemblée jusque cet été d'ailleurs. Plusieurs de nos collègues, députés et sénateurs, sont également présidents des commissions, donc des commissions ou des réseaux, et rapporteurs également de ces mêmes organes. Et j'assume moi-même, en plus d'être présidente déléguée de la section française, la fonction de vice-présidente de l'APF. Mes chers collègues, c'est de l'implication de nos membres que je souhaite rendre compte aujourd'hui devant vous en présentant le rapport d'activité qui commence avec la 40e session plénière de l'APF organisée à Kigali, au Rwanda, en juillet 2022, et s'achève à la veille de la 48e session de juillet 2023. Vous le savez, j'ai été désignée par Yaël Braun-Pivet, donc lors de cette réunion constitutive le 22 mars 2022, et c'est vrai qu'on n'a malheureusement pas pu participer aux réunions précédentes à ce mars 2022, parce que la section française a mis beaucoup plus de temps que d'habitude, donc de juin à mars pour se constituer. Du coup, les sénateurs ont pu participer, mais les députés, non. Bruno Fuchs a du coup occupé cette fonction de président de la section française et secrétaire général parlementaire par intérim. Vous le constaterez, ou vous l'avez peut-être déjà constaté à la lecture du rapport, la section française est systématiquement représentée à toutes les réunions prévues par les statuts de l'APF dans le cadre des activités statutaires du bureau, des 4 commissions et des 3 réseaux, celui des jeunes parlementaires, celui des femmes parlementaires et celui de la lutte contre les pandémies. Et bien sûr, la session plénière annuelle. Les membres de la section française s'impliquent également dans les instances régionales. Donc, on a des instances par région, donc Europe, qui se réunissent 2 fois par an au niveau des présidents puis de la plénière. La section est également systématiquement invitée à envoyer un représentant lors des réunions des régions Afrique, Amérique et Asie-Pacifique, et prié de présenter la voix de la France sur le ou les sujets figurant à l'ordre du jour de ces réunions. Enfin, la section française est très régulièrement sollicitée pour qu'un ou plusieurs de ses membres interviennent comme experts dans un séminaire de coopération, animent un groupe de travail ou prennent part à une mission, par exemple, d'observation électorale, ce qui se fait souvent, ou tout autre événement organisé soit par l'OIF, soit par un de ses opérateurs ou une autre instance comme l'AUF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, ou encore l'Université Senghor d'Alexandrie, et les autres institutions, parce qu'il y en a d'autres. Donc l'APF est un lieu de débat, un lieu de proposition et un lieu d'échange d'informations sur tous les sujets d'intérêt commun
à ses membres. Dans ce cadre, la position française, le partage d'expériences et les recommandations qu'elle peut émettre sont toujours très attendues et très écoutées. En échange, nous, section française, on se nourrit des positions exprimées par les autres sections. Un important travail de réflexion sur tout type de sujet pouvant intéresser les parlementaires est mené en français, avec des représentants de sections provenant aussi bien d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Asie, d'Amérique du Nord, mais aussi, bien entendu, d'Europe occidentale et d'Europe orientale. C'est donc un extraordinaire outil de dialogue qui est largement, à mon sens, sous-estimé. La langue française est bien entendu le fondement sur lequel s'est initialement construite la francophonie, qui est d'abord et avant tout une communauté de langues. Cette communauté rassemble 321 millions de locuteurs dans le monde entier, selon l'édition 2022 du rapport sur la langue française dans le monde, publié tous les 4 ans par l'OIF. En réalité, cet espace est caractérisé par une grande diversité linguistique, un plurilinguisme qui caractérise la grande majorité des locuteurs francophones et où les manières de parler le français varient d'un pays à l'autre. De même que le statut juridique du français varie d'un État à l'autre dans cet espace, pouvant être, entre autres, langue officielle, langue de l'administration, langue de travail, langue courante, etc. Il n'est d'ailleurs pas tout à fait le même à Québec ou à Paris, par exemple. Sur son usage dépendent des contextes très diversifiés de cet espace francophone qui n'a rien d'uniforme, et je crois qu'il faut s'en féliciter. Mes chers collègues, on s'émeut régulièrement du recul de la langue française dans le monde au gré de certaines décisions politiques ou de l'usage de l'anglais, par exemple, par certains responsables. L'Algérie, qui n'a jamais voulu rejoindre les instances de la francophonie, vient de mettre fin au double programme qui permettait aux établissements privés de proposer à la fois le cursus algérien et le cursus français. Dans la nouvelle constitution du Mali, le français a été rétrogradé de langue officielle à langue de travail, ce qui en réalité ne change pas grand-chose. C'est des effets d'annonce politique. Le basculement du Rwanda vers l'anglais, il y a quelques années, a fait beaucoup parler, mais je tiens à rappeler quand même que le français reste une langue officielle au Rwanda, à côté des 3 autres langues officielles. Certains pays de l'espace francophone ont également récemment rejoint le Commonwealth, comme le Gabon, et les exemples sont encore nombreux. Mais peut-être serait-il temps de positiver, ce que j'essaie de faire souvent, et de mettre en avant les forces de la langue française qui sont une langue parlée sur les 5 continents, très largement enseignée dans le monde entier, une langue officielle pour 29 pays et 3 gouvernements, une langue internationale qui fait très souvent l'unanimité et très appréciée, une langue économique, n'en déplaise à certains. Mais si je plaide pour un renforcement du français, je plaide beaucoup pour le renforcement du français dans les échanges commerciaux. Et surtout une langue ancrée sur le continent africain, qui, selon le rapport de l'OIF, émergera comme continent pôle de la francophonie, du moins sur le plan démographique. Sur les 231 millions de francophones dans le monde, 60% en Afrique, résident en Afrique, et en hausse de 15% depuis 2018. J'ai rappelé la semaine dernière dans l'hémicycle, à l'occasion du débat sur les partenariats renouvelés entre la France et les États africains, que le président de la République situait l'épicentre mondial de la francophonie quelque part dans le bassin du fleuve Congo. Alors, si les soubresauts politiques ne manquent pas, la dynamique du nombre de locuteurs de la langue française reste forte. Au regard de cette situation, il nous faut identifier les enjeux majeurs qui méritent d'être mieux pris en compte. Le premier, selon moi, a trait à l'éducation des jeunes du continent africain. Nul besoin de vous rappeler que l'éducation est un facteur déterminant pour l'émancipation personnelle des individus d'une part et le progrès et le développement d'un État d'autre part. Sur le continent africain, la langue française cohabite avec plus de 2000 autres langues et y joue généralement le rôle d'enseignement mais aussi de communication entre les populations. Il convient de mettre en place des politiques publiques pour renforcer les systèmes éducatifs tout en soutenant et valorisant le plurilinguisme et en faisant valoir l'unité du français. Dans ce cadre, une attention particulière à la scolarisation des filles doit être portée. Le français doit aussi être moins académique ou peut-être moins élitiste et plus pragmatique et favoriser l'employabilité et les mobilités étudiantes et professionnelles. Le deuxième enjeu a trait, au-delà de l'enseignement de la langue, à la diversité culturelle et linguistique. L'école n'est pas le seul outil pour développer la francophonie. La langue se transmet au sein des familles, via les médias, les industries culturelles et créatives, les circuits économiques. Le rapport de l'OIF que j'ai cité indique que le français, jusqu'ici 4e langue d'Internet, est en train d'être dépassé par l'hindi
Et son avance sur le portugais, le russe, l'arabe, l'allemand et le japonais, et aussi le malais, s'est considérablement réduite. La toile est le lieu idéal pour favoriser l'expression du multilinguisme, sous réserve que la régulation puisse réduire certains déséquilibres dus notamment au contrôle et aux prescriptions exercées par les plateformes internationales, dont les algorithmes et les biais, malheureusement, contribuent à installer un modèle culturel hégémonique et standardisé. Le troisième enjeu que je voudrais vous soumettre consiste à faire reculer le recul du français dans les organisations internationales, pour reprendre les propos de la secrétaire générale de l'OIF, Madame Louise Mouchiki-Wabo. Vous le savez tous, ce sujet a fait l'objet de nombreux rapports parlementaires. Les pratiques linguistiques dans les organisations internationales ont dérivé vers le non-respect du multilinguisme et l'instauration d'un monolinguisme ou une forme d'anglais simplifié règne en maître. C'est vrai à l'ONU, mais cela me semble particulièrement choquant au sein des institutions de l'Union européenne, alors même que le Royaume-Uni n'en fait plus partie. Je considère comme étant prioritaire le retour à un emploi du français plus approprié dans le respect du multilinguisme au sein de ces institutions. Je vais essayer de ne pas être plus longue que ça et rappeler peut-être quelques petites choses. Tout d'abord, je souhaite sincèrement que tous les députés et sénateurs, pas forcément que ceux membres de l'APF, puissent s'impliquer davantage sur les travaux, davantage sur la promotion de la langue française et de la francophonie. Depuis que je suis présidente déléguée, du coup depuis mars 2022, j'ai organisé plusieurs séquences qui me semblent assez intéressantes, qui ont donné lieu à des débats de qualité. Je pense en particulier à la projection d'un film sur les réseaux des alliances françaises. Nous avons plus de 840 alliances françaises dans le monde, dans 140 pays, une trentaine en France, et c'est un outil absolument formidable pour diffuser le français et la culture du français dans le monde entier. Je pense aussi à l'audition de notre secrétaire d'État, Madame Zakharopoulou, qui était là ce matin. Je pense aussi aux auditions de journalistes francophones, donc l'Assemblée des journalistes francophones qui a fêté ses 150 ans. Je pense aussi aux notaires, l'Association des notaires francophones. On a énormément d'instituts dans le monde entier, des gens qui s'investissent et qu'on ne connaît pas, qu'on n'invite pas. Donc j'espère peut-être vous motiver un peu plus sur les prochaines auditions pour qu'ensemble on puisse avancer sur ce sujet. Et c'est vrai que je constate qu'on est souvent critiqué lors des plénières, notamment par le Canada, le Québec, qui nous disent souvent que la France est le plus mauvais élève de la francophonie. On se défend souvent en disant que sur les 5 membres fondateurs, c'est vrai qu'on est le seul à ne pas se battre pour notre langue. Contrairement aux Suisses, aux Canadiens, aux Belges, on n'a pas de deuxième langue. Donc c'est peut-être la raison, mais je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Donc nous pourrions envisager d'autres auditions conjointes avec les autres commissions. J'ai eu le plaisir d'en faire une avec la commission de la Défense sur la France et le continent africain. Et si les autres commissions sont intéressées, je serai ravie de les inviter. Donc j'ai cité ces exemples à dessein car il s'agit au fond de réussite sur le fond avec des échanges d'une très grande qualité, mais où à chaque fois j'ai quand même regretté l'absence de beaucoup de nos collègues et le message envoyé à toute l'APF, je pense, est mauvais. Donc, plusieurs questions. Je souhaite vous faire part d'un autre sujet, enfin pas d'un autre sujet, mais dans la continuité. Cette francophonie institutionnelle peut parfois sembler assez rébarbative, c'est le reproche qu'on nous fait souvent. La francophonie institutionnelle est rébarbative, administrative et bureaucratique. Et j'inclus ici l'APF. Et certaines des initiatives pour lesquelles, dans ce cadre, la section française est mobilisée. En 2024, vous le savez, en principe, vous le savez tous, la France organisera le sommet de la francophonie. Et ça fait 30 ans que la France n'a pas hébergé ce sommet. Et je pense que c'est l'occasion de repenser tout cela et de proposer des modifications au sein même du fonctionnement de l'APF, des activités, des priorités, et de mieux nous mobiliser et mobiliser en fait tous nos citoyens dans tous nos territoires et échanger sur les valeurs notamment que la francophonie porte. En tant que présidente déléguée de la section française, je souhaite proposer aux parlementaires des actions concrètes à mettre en place au sein de vos territoires sur des sujets, des auditions, des actes de travail concrets et fédérateurs. Cela me paraît aussi très important, par exemple à l'heure où l'on critique autant notre supposé père d'influence en Afrique, de nous remobiliser autour de la question de la francophonie. Surtout qu'elle n'est pas à l'initiative de la France, mais à l'initiative de pays africains francophones.
Donc j'espère pouvoir compter sur vous pour être au rendez-vous de la francophonie en 2024, qu'il s'agisse de sujets internationaux avec l'enjeu du rayonnement de notre langue ou bien auprès de nos concitoyens au sein de vos territoires.